Bonjour à tous et donc bienvenue sur l'atelier le workshop gestion de flux de production. Euh, je vais décomposer en fait ce workshop en deux grandes étapes. La première étape, ça va être avant tout déjà de présenter un peu ce qu'est Chili Publish. Donc je vais vous faire une petite introduction avec la présentation de l'outil et aussi une petite démonstration très rapide en fait de l'outil. Et ensuite, je vous présenterai différents flux de production qui sont mis en place chez certains de nos clients et essayer un petit peu de les détailler, vous montrer comment on va automatiser en fait tous ces flux de production avec des outils tierces comme par exemple aussi Switch Server. Alors, pour commencer, rapidement, je présente la société. La société, en quelques mots, c'est une société belge qui est basée près de Bruxelles. On a aussi un bureau à New York. On a une forte expérience dans tout ce qui est le développement du web et des automatisations graphiques. Parce que, en fait, nos créateurs de la société ont aussi d'autres sociétés qui sont spécialisées dans toutes les automatisations graphiques. C'est une société qui a été créée en 2010 et qui a une croissance de 30% annuelle. On va fonctionner avec un système de réseau de distribution. En fait, l'outil est distribué dans le monde entier par le biais de différents distributeurs. On va avoir un distributeur pour la France qui est SSNC, qui est juste derrière là ici le panneau. Donc n'hésitez pas à venir faire un saut par la suite si vous voulez avoir plus de détails sur notre outil. Sinon, on va être distribué dans le monde entier, aussi bien au niveau du continent américain qu'en Afrique du Sud, qu'en Asie aussi. Voilà un petit peu le panel de nos clients, segmenté par marché. Donc on va retrouver des imprimeurs, les marchés des imprimés commerciaux, le packaging, la PLV, les grands formats, mais aussi tout ce qui est le monde de l'édition, du B2B, du B2C. On va avoir différents profils de clients, aussi bien des imprimeurs que de l'agence de pub, des intégrateurs, des développeurs, mais aussi des studios pré-presse, studios pré-média, et aussi des annonceurs. On va aussi travailler avec des différentes stratégies de vente. On va avoir des partenaires OEM, par exemple avec des grands acteurs du marché comme ESCO ou encore comme Agfa, qui utilisent nos solutions. Pour parler un peu plus en détail de la solution, qu'est-ce que Chili Publisher? C'est un éditeur en ligne de documents qui est à la fois très puissant et très flexible. Et donc je vous montrerai par la suite à travers un petit exemple comment notre éditeur est très puissant et très flexible. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre outil va venir s'intégrer dans un workflow de publication qui soit aussi bien interne qu'externe. Et on va destiner cet outil à des utilisateurs qui soient aussi bien professionnels que non professionnels. Rapidement, pour positionner un petit peu Chili dans un workflow et dans un écosystème. Donc en fait ici sur la partie gauche, ce que je vais retrouver, c'est principalement en fait tous les outils en amont. Ce qui va être par exemple des gestionnaires d'utilisateurs. On va avoir aussi des systèmes de DAM qui vont permettre de gérer tout ce qui est des assets, images, logos, pictos. Je vais aussi avoir des PIM. Un PIM, c'est Product Intelligence Management, qui permet en fait de gérer l'information des produits. Et ensuite, donc, bien sûr, d'injecter ces informations dans les documents. Je vais aussi avoir des catalogues produits. Tout ça, c'est des produits qui vont être positionnés en amont. Et ensuite, on va venir positionner l'éditeur Chili au cœur de cet écosystème, qui lui va permettre en fait de récupérer l'ensemble de ces informations, donc de la donnée qui va venir du PIM, de la data, des images, des pictos, des logos qui vont venir du DAM, et aussi après des accès avec des droits restreints ou pas. En fonction des utilisateurs qui vont être connectés, ils vont pouvoir avoir accès à certains types de documents. Ensuite, et c'est là où je dirais tout le flux de production prend sa dimension, on va avoir la possibilité de venir connecter ou alors encore d'exporter les documents vers des plateformes, vers des formats de type PDF, JPEG, mais aussi vers de l'XML. L'intérêt est de venir renvoyer l'information dans un flux de production pour bien pouvoir piloter la réalisation d'un document jusqu'à sa finalité. On va venir s'intégrer aussi dans des outils de type BI ou alors Big Data. Donc là, c'est plus pour faire tout ce qui est de l'analytique, sortir des stats en fait sur les temps de production, sur les temps de réalisation, sur comment optimiser la production
et le flux de réalisation. Et ensuite, on va venir aussi se connecter sur des outils de type e-commerce comme Magento, PrestaShop, j'en passe des meilleurs, Intershop aussi par exemple, pour bien gérer tout ce qui est panier de commandes et aussi paiement en ligne des documents. Dernière option, on va aussi permettre de visualiser et encore même d'éditer notre document à travers tout ce qui est tablette, phablette ou encore smartphone par le biais des formats EPUB et aussi par le biais du format HTML5. Alors, je vais rapidement maintenant basculer sur un navigateur web de manière à vous montrer notre outil. Et donc pour ça, je vais aller ici sur notre portail de démo. Et donc ici, je vais commencer aussi, pour le coup, sur une première interface qui est en fait un portail, qui est exactement le schéma dont je vous montrais tout à l'heure. C'est-à-dire que je suis rentré sur ce portail par le biais d'une connexion utilisateur. Cette connexion utilisateur m'a permis d'accéder à un lot de documents. Et ensuite, ici, lorsque je vais cliquer sur un des documents, je vais faire appel à Chili pour faire la personnalisation. Ce qui est important de comprendre aussi au départ sur les documents, c'est qu'on va permettre d'éditer un document pour un utilisateur qui soit aussi bien professionnel que non professionnel. Et donc pour ça, je vais ouvrir un premier document qui est un document très simple, une carte de visite. Dans cette carte de visite, moi je suis un utilisateur non professionnel. Je ne connais pas du tout la profession. Je suis un artisan du coin qui a besoin de créer une carte de visite et qui fait une demande auprès d'un portail Web2Print. Comment je vais fonctionner? Ça va être très simple. Je vais avoir un formulaire sur la gauche où je vais pouvoir renseigner mes informations. Donc je vais saisir tout d'abord mon prénom, de préférence en bas de case. Je vais saisir mon nom et je vais pouvoir voir en fait ces informations qui vont venir se mettre à jour dynamiquement dans le document. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de réaction, c'est dynamique. Au fur et à mesure que je saisis une information dans mon formulaire, l'information vient automatiquement s'insérer dans le document. Je vais continuer. Et si par exemple ici je saisis mon titre, je peux voir que mon titre de mon profil est bien mis à jour. Mais aussi, j'ai ici le QR code qui est régénéré. Puisqu'en fait, Chili aussi intègre un moteur de QR code qui permet dans la réalisation en fait, du document aussi de régénérer le QR code en fonction des informations qui sont données. Si je venais à flasher ici le QR code présent ici, je récupérerai en fait ni plus ni moins qu'une V-card. Et cette V-card, lorsque je la flasherai, elle me donnerait toutes les informations qui sont présentes ici dans ma carte de visite. Donc ça, c'est déjà aussi un petit plus, je dirais, avec un outil comme le Note. C'est aussi un moyen, je dirais, de fluidifier toute la réalisation d'un document. Ensuite, on va venir ajouter des règles aussi sur ce document. C'est-à-dire qu'ici, en fonction du pays que je vais sélectionner, je vais avoir une adaptation de la charte. Alors, ce n'est pas très visible ici à l'écran. On va passer sur la France où là, ça sera beaucoup plus visible. Voilà. Je vais avoir une adaptation de la charte qui va être faite en automatique. C'est-à-dire que ici, mon document, les textes et le fond ici du bloc texte est passé en gris parce qu'on a décidé que pour le pays France, on adaptait la couleur pour le gris. Au-delà de cette intelligence, je dirais, côté charte graphique, on va aussi avoir une intelligence supplémentaire sur toute la partie contenu. C'est-à-dire que ici, toujours sur une carte de visite, je vais avoir des indicatifs pays qui vont varier en fonction du pays que je vais sélectionner. Maintenant, je vais passer sur un autre pays, donc l'Allemagne par exemple. Je vais avoir le changement de couleur qui va être fait. Mais je vais aussi ici avoir l'indicatif pays qui va s'adapter en fonction du pays donné. Donc on rajoute aussi une couche d'intelligence sur ce document. Pourquoi ce document est toujours orienté non professionnel? Parce que ici, tout simplement, si je viens à sélectionner un élément dans mon document, et donc là je clique, eh bien en fait je ne peux pas agir sur le document. Les seules actions que je vais pouvoir faire sur ce document, c'est éventuellement de déplacer mon logo. Et en fait, on a contraint une zone de déplacement pour le logo. Ça veut dire que ici, si je déplace mon logo, je peux le déplacer dans cette zone ici, grise, qui lui est réservée, mais je ne pourrai jamais venir chevaucher mon logo sur le texte. Donc si, admettons, je viens agrandir le logo,
eh bien en fait, le taux d'agrandissement va s'arrêter dans la zone qui lui est réservée. On va aussi permettre, dans ce concept de carte de visite, de pouvoir gérer plusieurs marques. Et donc ici, si je bascule sur une autre marque, j'ai aussi le logo qui va changer en fonction de la marque, mais non pas que le logo. Si je regarde ici le verso de ma mise en page, j'ai un nouveau logo qui a été changé, mais je n'ai plus le QR code qui est présent dans ce cas-là, parce qu'on a décidé que pour cette marque-là, il n'y avait pas d'intérêt de présenter un QR code. Donc voilà déjà une première façon, en fait, je dirais, de personnaliser un document, et là, pour le coup, de l'orienter à un utilisateur non professionnel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le même document, mais avec une interface différente. Et donc, en fait, Chili va permettre aussi de piloter différents types d'interfaces. Donc ici, je vais ouvrir ce document, et si je regarde sur la gauche, je vais avoir un panneau qui va être différent. Alors, je vais essayer de me mettre en plein écran, de manière à ce qu'on voit bien quand même tout le panneau. Voilà. Je vais même le réduire un peu. Comme ceci. Voilà. Donc en fait ici, ce qui a été fait pour ce document, qui va être orienté plutôt à un utilisateur, je dirais de la profession, mais qui n'est pas du tout du monde de la PAO, du monde de l'édition. Lui, en fait, ça va être plutôt un demandeur d'ordre. Et ce que va faire un demandeur d'ordre, c'est simplement recenser les besoins de carte de visite. Donc en fait, sous forme de fichier Excel, il va créer une liste de tous les utilisateurs qu'il aura besoin de créer. Dans cette liste, il va venir insérer le nom, le prénom, les identités, le numéro de téléphone, le poste, etc. Et d'une fois qu'il aura décidé de déclencher en fait une commande de X exemplaires des différentes cartes de visite, il va venir charger ici, par le biais du bouton de chargement, un fichier Excel. Donc là, je vais simuler avec un autre fichier Excel. Et ça va venir enrichir mon tableau avec les 3 identités différentes que je souhaite créer. Lorsque maintenant je vais sélectionner une des lignes, automatiquement l'information va se mettre à jour dans la carte de visite avec les informations qui proviennent du fichier Excel. Donc ça permet de venir enrichir la carte de visite avec des informations qui sont externes, je dirais, qui viennent d'un fichier Excel dans ce cas de figure-là. Si maintenant je sélectionne une autre ligne, dans le même principe, je vais avoir l'alimentation de mon document qui va être faite dynamiquement, tout en respectant aussi les règles que j'avais évoquées précédemment. Donc là, encore une fois, je rajoute une couche avec cette interface, de manière à ce que je m'oriente à un utilisateur un peu plus de la profession, mais qui ne maîtrise pas encore réellement la PAO. Maintenant, dernière interface, et donc pour ça, je vais juste ouvrir un petit peu le capot pour faire 2-3 petites interventions très rapides. Voilà. Ici, je ne sais pas si vous faites attention, maintenant je vais avoir une interface beaucoup plus riche. Et je vais surtout avoir la possibilité de éditer mon contenu directement dans la forme, ce qu'on appelle l'édition en ligne. Et donc ici, je vais pouvoir sélectionner mon texte, le remplacer par mon prénom, et faire la même chose pour mon nom, et ainsi de suite. Mais surtout, ce qui est sympa de voir, en fait, dans ce cas-là, c'est que je vais avoir différentes barres d'outils qui vont m'être proposées. Si je viens sélectionner mon nom et mon prénom, j'ai maintenant la possibilité de travailler l'enrichissement de mes textes, chose que je ne pouvais pas faire avant puisque je n'étais pas du tout de la profession. Je n'avais aucune compétence pour pouvoir faire ça. Alors que là, moi, en tant que graphiste ou en tant que professionnel, j'aurais la main, par exemple, ici pour changer de la police, pour changer la couleur de mon texte. Ou encore pour changer le corps de mon texte, ou encore l'alignement. Si je décide de le passer à gauche ou à droite. Donc voilà, maintenant sur un même document avec 3 interfaces différentes, je le destine à différents niveaux professionnels, aussi bien quelqu'un de la profession ou alors quelqu'un qui n'est pas du tout de la profession. Ça rejoint un petit peu le slide que je présentais précédemment. Je vais basculer sur un autre document maintenant pour encore parler un petit peu de Chili et après je parlerai aussi de toute la partie flux de production. Et donc ici, je vais vous montrer un autre document qui est ici la newsletter. Cette newsletter, en fait, c'est un document 4 pages dans lequel on va récupérer plusieurs informations. Et donc, j'aimerais aussi vous montrer quelques fonctionnalités qui permettront aussi d'automatiser les flux de production. Voilà ici mon 4 pages.
avec toutes les informations à l'intérieur. Si je regarde ici déjà sur la première de couverture, je vais avoir la possibilité de personnaliser mes contenus. Donc ici en passant par des champs, donc on va parler du newsletter on va parler de février par exemple, 2016. Ces informations vont se mettre dynamiquement à jour dans le document. Je vais aussi avoir la possibilité de personnaliser ici le code barre, tel que je l'avais personnalisé le QR code, et bien dans le même principe. Un code EAN13 va pouvoir être personnalisé avec une norme différente et automatiquement le code barre est régénéré. Et je vais aussi avoir la possibilité de changer mon visuel sur la base d'une liste de visuels proposés. Donc par exemple ici je vais sélectionner le citron, automatiquement ma couverture va être changée avec un citron. Alors c'est pas tout sur cette couverture, il y a autre chose qui est aussi intéressant de voir, c'est que dans mon flux de production, j'ai ici des freelances, des graphistes qui sont venus me proposer 3 maquettes différentes pour ma couverture. Parmi ces 3 maquettes, je retrouve bien sûr celle qui est en page actuellement, mais je peux venir ici dans son contexte, dans le document lui-même, visualiser comment une des propositions va se comporter. Et donc pour ce faire, je vais simplement glisser-déposer cette nouvelle maquette en page, et je peux voir que bien sûr le graphisme, le design de la maquette change, mais par contre les informations de type contenu sont toujours maintenues. La notion de février 2016 est conservée. Le citron est conservé. Mon barcode, bien sûr, il est difficilement reconnaissable, mais il a été conservé aussi. Je vais les changer et dire que maintenant j'ai fait une erreur, j'ai plus le temps, février, ça ne sera pas publié. Je vais plutôt la publier pour mars 2016. Je change l'information. Le lien vers le champ ici que j'avais sur la gauche est toujours maintenu. Maintenant, je veux voir aussi, éventuellement, un autre visuel. Je vais changer mon visuel et le remplacer ici par les pompes à billes. Et finalement, je me dis, pourquoi pas aussi essayer et de voir le contexte avec une autre couverture. Et bien, dans le même principe, je vais reglisser, déposer l'autre proposition, l'autre maquette qui m'aura été fournie par mon maquettiste, par mon graphiste freelance. Et donc, je vais pouvoir la voir dans son contexte, dans les 4 pages, voir la réalisation et son rendu, et la pertinence du rendu. Si je regarde ici, ok, ça a l'air pas mal. Par contre, je peux m'apercevoir ici que le texte ici de mon sous-titre n'est pas lisible sur ce type de visuel. Et donc, je vais avoir aussi la possibilité de changer la couleur à travers une liste de couleurs proposées. Ça ne change pas grand-chose, je vois que c'est toujours pas très lisible. Peut-être la passer en blanc. Et là, effectivement, à ce moment-là, c'est lisible. Je valide cette maquette. Pour moi, ma première de couverture va être validée sur cette base-là, puisque ça me convient. Maintenant, je vais continuer dans la partie édition. Et je vais montrer quelques fonctionnalités. Alors, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail. Après, je pense que je vous invite à venir sur notre stand si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail et voir un peu plus le côté fonctionnel de notre outil. Mais ici, j'aimerais quand même montrer 2-3 choses qui sont assez intéressantes. J'ai besoin de personnaliser du texte. Je vais pouvoir travailler mon texte ici directement dans la forme. C'est-à-dire que, je vais zoomer un petit peu pour que ça soit plus lisible. Mon texte, je vais pouvoir le travailler très facilement en tapant directement dans son contenu. Et volontairement, ici, je vais faire une faute d'orthographe. Je vais pouvoir éditer mon texte. Au-delà de l'éditer dans la forme, je vais pouvoir aussi l'éditer à travers ce qu'on appelle un éditeur de texte séparé. Ce qui me permet, moi, en tant que rédacteur, de pouvoir travailler mon texte sans être influencé par tous les éléments qui vont venir autour de ma mise en page. Je vais pouvoir travailler mon texte avec sa mise en forme, sans sa mise en forme, avec des caractères invisibles, sans des caractères invisibles. Et surtout, ce qui est très important aussi dans ce cas-là, c'est que je vais pouvoir faire appel à un dictionnaire qui va faire une correction orthographique automatique de toutes les erreurs qu'il va recenser dans le texte. Et donc ici, voilà, typiquement le type d'erreur qu'il va recenser. Il voit qu'ici, sur Building, il y a une erreur. Il me propose des suggestions. À moi de valider une des suggestions. Automatiquement, il va la remplacer. On va venir ici maintenant aussi identifier la faute d'orthographe que j'avais volontairement tapée dans le texte en me proposant d'autres suggestions. Je vais la remplacer et ainsi de suite. Je vais continuer en validant tout le reste. Je n'ai pas l'intention de vous montrer toutes les corrections sur le texte, mais c'est surtout de vous montrer après la finalité, comme quoi il a pu trouver d'erreurs dans le texte. Et donc maintenant, si je reviens sur la forme en page, je peux voir que ma correction a bien été appliquée ici sur le compagnie. Et si je regarde aussi ici sur le mot building, c'est pareil. La correction a bien été appliquée aussi sur la partie texte.
Alors, toujours pour continuer dans cet esprit un peu édition, on travaille aussi avec ce qu'on appelle des feuilles de style dans le monde de la PAO. Et donc ici, je vais avoir aussi la possibilité d'éditer mon titre avec différents types de feuilles de style. Donc si par exemple ici, je vais sélectionner une autre feuille de style, l'enrichissement change. Et j'ai donc ici accès à une liste de feuilles de style assez conséquente. Mais nous, on a rajouté une couche d'intelligence en fait sur ce document qui fait que, je vais remettre quelque chose d'un peu plus petit, voilà, admettons elle est plus petite ici. Sur ce bloc-là, j'ai accès à cette liste de feuilles de style. Si je regarde sur le bloc suivant, ici, je vais avoir accès uniquement qu'à 3 feuilles de style. Parce qu'on a ajouté un système de contraintes qui limite l'accès pour ce bloc à que ces 3 feuilles de style. Ce qui va m'obliger dans ce cas-là, si je viens saisir un titre, voilà, quand je vais appliquer la feuille de style de mon titre, ça va m'obliger à respecter les bons enrichissements pour ce bloc de texte. Je vais enchaîner et maintenant je vais taper mon sous-titre. Automatiquement, la bonne feuille de style va s'appliquer dans ce cas-là. Et je vais continuer et je vais taper le corps de mon texte. Et je peux continuer à taper du texte, etc., etc. Et dans ce cas-là aussi, j'ai bien la bonne feuille de style qui est appliquée. Donc encore une fois, on va fluidifier la production de mon document par le biais de toutes ces petites règles qui vont me permettre eh bien, de définir que dans ce bloc-là, j'ai telle feuille de style qui doit être appliquée et que lorsque j'applique une feuille de style pour un titre, ça va s'enchaîner avec un sous-titre, puis la feuille de style pour mon corps de texte. Allez, je montre encore deux, trois fonctionnalités assez intéressantes aussi à voir. Sur la partie ici, gestion de texte, on va aussi avoir ce qu'on appelle une autocroissance du bloc. Et là, encore une fois aussi, c'est pour fluidifier la création et la réalisation de mon document. Si je regarde ici dans ce bloc texte, lorsque je vais taper du texte et que je vais passer à la ligne, systématiquement, mon bloc texte va s'agrandir et va venir rogner une partie de l'image là-haut. Puisque en fait, dans le concept de la maquette, j'ai laissé la possibilité ici à cette maquette de rogner un petit peu l'image, mais jusqu'à une certaine hauteur. Je ne veux pas non plus que mon visuel ne soit plus visible. Donc si je continue à taper du texte, à un moment donné, eh bien, je ne peux plus avoir ce bloc texte qui s'agrandit. Je ne vois plus ce bloc texte s'agrandir. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai défini ici une valeur maximale de 250 mm, ce qui me permet de toujours voir mon visuel et d'avoir un flux de texte qui est présent ici dans ce document. Sauf que, arrivé à un moment donné, si je ne peux plus agrandir mon bloc et que j'ai plus la place dans mon bloc, forcément, je vais avoir du texte en débord. Et oui. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on va renvoyer des alertes ici qui vont préciser comme quoi le texte est en débord. Et lorsque je vais générer un PDF ou lorsque je vais sauvegarder mon document, eh bien, je vais pouvoir bloquer la sauvegarde ou alors envoyer une alerte à mon utilisateur qui précisera comme quoi il doit faire attention puisqu'il y a du texte en débord. Continuons sur cette notion d'alerte. Si je regarde ici sur mes visuels, je peux voir aussi que j'ai d'autres alertes aussi qui sont présentées ici. Parce que typiquement, moi, si je viens charger une image de type basse définition, ce n'est pas une image qui va pouvoir être imprimable au final. Donc en fait, on envoie une alerte de manière à vérifier la qualité de la résolution de mes images. Si je viens changer maintenant mon image par une image de meilleure qualité, je vais essayer d'en trouver une de bonne qualité. Je pense que celle-ci devrait le faire. Voilà. Ici, typiquement, je peux voir que mon alerte a dégagé. Puisqu'en l'occurrence, j'exploite en fait l'image dans une bonne qualité pour cet exemple-là. Je vais aussi remplacer une autre image de manière à ce que vous revoyez bien cette mécanique. Donc si je regarde ici à nouveau, j'ai une alerte qui me précise comme quoi la résolution est en basse qualité. Et donc je vais pouvoir ici glisser un autre visuel à la place. Alors je ne sais pas s'il est de bonne qualité. Bon, il ne ressemble pas à grand chose visuel, je vais plutôt prendre autre chose. Voilà, admettons ici la montagne. Et je peux voir ici que cette alerte aussi a dégagé. Donc encore une fois, c'est tous ces petits éléments-là dans la production d'un document qui permet, je dirais, de fluidifier la production d'un document PAO. Alors, dernier exemple aussi qui a tout son intérêt aussi dans une notion de production, c'est aussi de voir la pertinence et la contextualisation de mon document.
Je vais passer outre tout l'aspect personnalisation de texte et image. Je pense que là, vous avez bien compris ce que proposait un outil comme Chili pour personnaliser un document. Donc ici, bon, admettons, allez, rapidement, je vais juste préciser que c'est une affiche pour le cprint. Voilà. Par contre, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir le contexte dans lequel va être visualisée cette affiche. Et donc, en fait, comme c'est une affiche abribus, ici, je vais me retrouver dans un moteur 3D qui va me permettre, en fait, de visualiser en 3D mon document dans son contexte, sur l'abribus. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir la pertinence, en fait, de mon affiche et surtout du message que je veux passer à travers cette affiche. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment me mettre dans la peau de cette personne qui, elle, va être debout le long de l'abribus. J'irai même plus loin, je vais me mettre à la place de ses yeux. Et là, je vais pouvoir voir, en fait, toute la pertinence du message et surtout voir que le focus principal, lorsque je regarde cette affiche au premier regard, est porté sur la partie haute ici de mon affiche. Donc, je sais que le message principal à véhiculer sur cette affiche, pour l'instant sur une personne qui va être debout le long de mon abribus, sera bien sûr sur la partie haute de mon affiche. Maintenant, une personne qui, elle, va se trouver assise le long de l'abribus, comment elle aussi va percevoir cette affiche? Et donc, je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais me mettre à la place de ses yeux, vraiment dans la peau de cette personne, et de voir dans l'angle de mon affiche où est-ce que je vais porter le focus principal au premier regard. De nouveau, je peux voir ici que c'est toujours la partie haute de mon affiche qui va être visualisée au premier regard. Donc vraiment, mon message principal, si je dois passer un message principal sur ce type d'affiche, sera mis sur la partie haute de mon affiche. Donc voilà, ici, il y a un moteur 3D qui va nous permettre en fait de rendre et de contextualiser en fait mon document. Dernier exemple, et puis après j'arrête là définitivement avec la présentation de Chili, je vous montrerai quelques flux de production de mes clients. C'est ici un triptyque. Donc dans la réalisation d'un triptyque, toujours dans le même principe, j'aurai la possibilité de personnaliser la partie texte, la partie image, enfin toute la partie éditoriale, restera toujours possible tel que je vous l'ai présenté précédemment avec la carte de visite et ainsi de suite. Par contre, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est la finalité de ce produit. Si je regarde ici, je vais être dans un produit recto verso. Et donc, ici, sur la partie verso, je m'aperçois que j'ai quand même pas mal de place ici. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, très bêtement, je vais reprendre en fait ce bloc texte et je vais aller le positionner sur toute la largeur de la place qui lui est possible d'occuper. Je dis bien possible, vous allez comprendre pourquoi après. Et donc, je peux voir aussi que dynamiquement, voire même intelligemment, ma mise en page s'adapte. Et donc mon bloc avec le titre vient bien s'aligner sur la partie gauche. Mon image suit bien et s'enchaîne bien et reste bien alignée aussi toujours avec mes blocs tels qu'il avait été défini au départ. Et moi, ce qui m'intéresse de voir aussi, c'est la finalité de ce produit. Et donc pour ça aussi, je vais utiliser la vue 3D du document afin de voir, eh bien, typiquement ici, la forme de découpe de ce document. Je vais voir qu'il y a une forme de découpe qui va être créée dans la finalité de mon document de manière à faire apparaître la bouteille une fois que le document sera plié. Alors sur le côté recto, ok, ça se passe bien. Alors là, par contre, sur le côté verso, le texte est complètement rogné. Ça n'a plus d'intérêt en fait de placer le texte. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi il y avait une place qui lui était réservée sur cette partie gauche. Donc ce que je vais faire, je vais simplement revenir sur ma maquette. Et avec toute l'intelligence qu'on aura ajoutée au niveau de Chili, je vais pouvoir raligner mes éléments grâce au guide aimanté. Et la maquette va se réadapter automatiquement. Je vais revenir sur ma vue 3D afin de vérifier la finalité. Je vais voir qu'elle est bien remise à jour. Je vais même lancer une petite animation qui, elle, va me permettre de simuler les plis de mon triptyque et de voir la finalité de mon produit. Donc ça, c'est une petite animation qui est automatisée. Maintenant, je pourrais même manuellement simuler chacun des plis à la main. Là, je peux voir que la forme de découpe rentre bien avec la position de ma bouteille. Maintenant, si je simule le dernier pli, je peux bien voir ici mon produit fini, avec mon triptyque plié et découpé, tel qu'il sera distribué auprès de mon client.
Donc ça permet aussi, dans un flux de production, d'aller jusqu'à la finalité du produit, sans même avoir le produit matérialisé en main, je dirais, pour le coup. Tout l'intérêt d'un outil comme Chili. Alors, je vais revenir maintenant sur ma présentation. Et je vais vous présenter quelques flux de production. Très rapidement, pour parler un petit peu des partenaires qu'on a. Donc, on a des partenaires avec pas mal d'acteurs dans le monde des arts graphiques. Et là, pour le coup, je vais évoquer un des partenaires avec qui on travaille en étroite collaboration, qui est Enfocus Switch, qui est une des filiales aussi du groupe ESCO. Je ne sais pas si vous connaissez, de toute façon, ils ont un stand là-bas. N'hésitez pas à aller les voir. Ou alors à aller venir, on pourrait aussi vous faire une démonstration si ça vous intéresse de rentrer un peu plus dans le détail de la partie Switch. En fait, qu'est-ce que l'outil Switch? C'est un outil qui va me permettre de fluidifier en fait tout le trafic à partir du moment où mon document est validé jusqu'à la finalisation du document pour l'envoyer chez l'imprimeur et en passer par différentes étapes. Grâce au connecteur Switch qu'on va avoir au sein de Chili, on va être en mesure de pouvoir créer des éléments graphiques, lancer la création d'un document sur la base d'une commande, donc tout ça en automatisation, de récupérer des informations du document dans le but d'alimenter des bases qui peuvent être aussi bien des bases de type base produit, mais qui peuvent être aussi par exemple un portail où je souhaite présenter des documents, un portail Web2Print. Je vais aussi avoir la possibilité de générer des URL du document. Donc une URL, c'est une adresse Internet qui va me permettre d'accéder via un navigateur web à mon document. Et ensuite, bon là c'est plus pour une partie technique, on va aussi permettre des appels d'API. En fait, des API, ce sont des moyens de communication entre des différents outils, donc entre l'outil Switch et entre l'outil Chili. Alors je passe les détails sur cette partie-là, je dirais que c'est un peu trop technique là pour le coup. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est vous montrer quelques exemples d'intégration qui ont été faites chez nos clients à travers Switch. Donc ça, pour ceux qui connaissent un petit peu Enfocus Switch, ici, c'est un flux de production dans l'outil Switch. Qu'est-ce qui va se passer au départ? On a créé notre fichier PAO. On a validé ensuite le PDF. Le PDF va être déposé par le biais de notre client, notre agence, pas notre imprimeur, mais notre agence, notre freelance, peu importe, dans un FTP, un serveur qui va envoyer la donnée d'un serveur à un autre. Et donc, on va récupérer ce fichier dans le serveur FTP pour générer le fichier PDF dans un premier temps. Ensuite, récupérer le PDF et traiter le PDF dans différents flux. C'est-à-dire qu'on va avoir des flux de validation. On a des normes à respecter en fonction de certains types d'imprimantes. Ces normes peuvent être interceptées au niveau de PitStop. PitStop, c'est un outil qui permet de checker, de vérifier l'état des PDF. Et donc PitStop va renvoyer à Switch une information. Si jamais le PDF est validé, il va passer dans un flux qui va être OK. Et dans ce cas-là, il va être déposé au cul d'une imprimante pour pouvoir être imprimé et être produit en quantité. Si éventuellement j'ai une erreur, selon le type d'erreur, je vais aller stocker le document dans un dossier erreur et je vais aussi créer un rapport qui va être envoyé automatiquement par mail auprès de mon destinataire, précisant comme quoi le PDF a telle erreur. Et donc après, l'utilisateur connaîtra les erreurs dans la génération du PDF et aura enfin la possibilité de recorriger toutes ces informations-là et de régénérer le flux de production pour le renvoyer par le biais d'un FTP. Voilà un exemple de flux de production assez simple. On va monter un petit peu en puissance. Maintenant, l'idée, c'est plutôt de valider la qualité d'une image. Je vous ai parlé de la réalisation d'un document. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est valider que lorsque je insère une image dans un document, que cette image soit bien imprimable, soit de bonne qualité. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déposer dans un répertoire au sein de Chili, les images. Ce répertoire, il va être lu par cet outil Switch Server, de manière à vérifier ensuite la qualité des images. Et donc, il va passer par différents flux. Il va vérifier la qualité des images. Si l'image est de type 72 dpi, il va être déposé ici dans un répertoire différent, où on aura classé l'image dans un répertoire qui s'appelle basse définition. Si l'image est en haute qualité, c'est-à-dire 300 dpi, il va être déposé dans un autre répertoire qui sera un répertoire de type image haute définition.
Ensuite, ces images vont venir alimenter le document Chili en précisant aussi la nature de l'image. Si c'est une image de basse définition ou une image de haute définition. Et ensuite, ça va alimenter le document. On va quand même pouvoir commencer à traiter le document, à travailler le document dans ce cas-là. Par contre, au moment où je vais envoyer la réalisation de mon document, il y a une étape ici qui va dire attention, si je suis sur une basse définition, le chargement de mon image va être rejeté puisqu'en l'occurrence, je vais travailler sur une image de basse définition. Et donc dans ce cas-là, mon document ne sera pas conforme et ne sera pas imprimable. Et donc automatiquement, on enverra un mail à l'utilisateur pour lui préciser comme quoi, dans ce document-là, il a bien reçu une image de basse qualité. Si par contre, à l'inverse, l'image est de bonne qualité, le chargement de l'image dans le document aura été validé, et donc ici, on va passer dans un autre flux de production qui va me permettre de finaliser le document et ensuite d'archiver l'image au sein du serveur. Donc voilà, ici, c'est un autre flux de production qui permet de valider ou de rejeter la qualité d'une image pour un document imprimé. Autre exemple, c'est ici un exemple un peu différent, donc c'est encore une fois, je vous montre 4 flux différents de manière à vous donner un petit peu toutes les possibilités d'automatiser un flux de production. Ici, c'est plutôt pour alimenter un document. Donc en fait, on va utiliser Switch dans le but de renseigner automatiquement ma carte de visite. Tout à l'heure, je vous l'ai montré en chargeant un fichier Excel. J'avais trois différentes identités qui étaient présentes dans mon fichier Excel. Moi, je pourrais aussi très bien travailler avec une base de contact externe. C'est-à-dire que j'ai un CRM où je renseigne toutes mes identités et je veux que ce CRM vienne alimenter mon document. Eh bien, on va utiliser l'outil Switch pour la réalisation de ce document en automatique. Et donc, on va récupérer les données depuis la base de données par le biais d'un export XML. Et donc, ça, c'est Switch qui va faire toute la mécanique. Switch va s'occuper de faire la séparation des différentes versions pour créer les 1, 2, 3 cartes de visite différentes. Et ensuite, il va aller mettre à jour le document de Chili avec chacune des versions pour ensuite générer un fichier PDF par version. Et donc, je vous montre le flux qui là paraît un peu plus complexe. C'est un peu compliqué à le lire quand on ne connaît pas très bien l'outil, mais je vais le détailler très rapidement. Ici, j'injecte ma donnée XML avec l'ensemble de mes identités. Ensuite, je vais ici faire une requête au niveau de ma base pour vérifier qu'on ait bien les bonnes informations. Donc, il y a une cohérence entre ma base et ce que j'ai récupéré comme information. Je vais séparer les données, ce qu'on appelle le split XML, en fait, c'est séparer les données pour avoir un fichier XML par identité. Ensuite, je vais récupérer le fichier XML divisé pour venir insérer cette donnée XML dans un document Chili qui sera copié. Et on va générer le PDF. On va ici mettre à jour les données de mes variables, nom, prénom, titre, numéro de téléphone et ainsi de suite. Et ensuite générer un PDF avec le moteur Chili. Et au final, on va aller regrouper les 3 PDF de mes 3 identités différentes pour en faire ici une fusion. On va renommer le nom du fichier PDF. Et ensuite, il va être déposé dans un répertoire pour être imposé par des outils. Et donc là, pareil, dans le même esprit, on a des outils aussi sur notre salon, sur notre stand, qui permettent de faire de l'amalgame ou de l'imposition en automatique. Donc on va pouvoir aussi venir connecter un outil qui s'appelle Phoenix directement aussi dans ce flux de production pour ensuite générer l'imposition et l'envoyer à l'impression. Allez, dernier flux. On va parler de catalogue. Sur un catalogue, souvent on travaille par double page. Et donc, qui dit double page, moi, il y a un moment donné, je ne peux plus, quand j'arrive à la phase d'impression, retravailler par double page. J'ai besoin d'un fichier PDF complet. Et donc, en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est dans le Chili, on va permettre de travailler par séquence de double page mon catalogue. On va construire, en fait, ce lot de double page dans le Chili. Ensuite, on va envoyer les informations des doubles pages dans Switch pour créer les PDF depuis Switch, les diviser pour ensuite générer l'imposition derrière
sur la base, et bien sûr, des planches qui me seront proposées en fonction du nombre de pages que j'aurai dans mon catalogue. Donc voilà ici l'interface qu'on va retrouver pour générer mon catalogue dans Chili. Je vais commencer par ma couverture et ensuite j'aurai accès à mes différentes doubles pages. Quand j'ai finalisé mes doubles pages, je vais venir insérer ça dans mon flux de production au niveau de Chili. Et donc dans mon flux de production, ça va être très simple. C'est dans le même principe un petit peu que de la carte de visite précédemment. Je vais récupérer les informations qui viennent de mon document. Je vais diviser par page individuelle chaque information pour ensuite créer un PDF dans Chili, un PDF monopage, où j'aurai la numérotation de la page, donc je saurai comment je vais les amalgamer, comment je vais imposer mes pages sur ma planche ensuite. Et enfin, je vais créer au final l'amalgame de mes PDF en multipage, renommer mon document et ensuite renvoyer tout ça dans un flux de production ici qui vont me permettre de vérifier s'il y a des erreurs, qualité d'image, qualité du PDF, respect des normes d'impression et ainsi de suite. Et éventuellement les rejeter, renvoyer un rapport dans ce cas-là, ou alors si c'est validé, les renvoyer directement à l'imprimeur et donc l'imprimeur aura juste à réceptionner son PDF qui sera déjà imposé et ensuite il n'aura plus qu'à rouler, imprimer ses documents. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit tour d'ensemble de tout ce qui était automatisation avec Chili et en partenariat dans cet exemple-là avec Switch. Bien sûr, il existe d'autres outils. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions. Je reste ouvert à vos questions. Non? Personne? Très bien. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée.